Jacques Damade, bonjour. Bonjour. Vous avez fondé les éditions La Bibliothèque en 1992, que vous dirigez, et maison d'édition indépendante et dynamique, puisque, si on en croit votre catalogue, vous avez créé depuis 2013 2 nouvelles collections. Oui, j'ai créé 2 nouvelles collections. La collection qui s'appelle Les Cosmopolites, qui est dirigée, que j'ai créée et qui est dirigée par Jean Blot. Jean Blot qui a du reste publié dans cette collection un livre qui s'appelle En amitié. Jean Blot qui correspond très bien à cette idée des cosmopolites, Puisqu'il est lui-même, d'origine russe, il est juif, il a été résistant, il est spécialiste de la littérature, que ce soit Camus ou Nabokov, enfin sur tous les horizons. C'est une figure très généreuse, très humaine, on va dire. Et les cosmopolites, c'est au fond la rencontre avec les autres. Donc c'est quelque chose d'assez important. On en est de merveilleux souvenirs. On en est au 4e titre. Donc c'est une collection qui vit sa vie, puisque vous savez que j'ai des collections qui parfois ont un seul titre ou 2 titres. Et il y a une petite plaisanterie qui me fait dire que c'est comme certaines armées, il y a beaucoup de généraux et peu de soldats. C'est un petit peu comme ça les éditions de La Bibliothèque. Et la deuxième collection? Alors la deuxième, c'est l'ombre animale. Alors l'ombre animale, c'est à la fois le fait que les animaux sont très proches de nous. Il faut imaginer le livre de Chamisso où il parle de ces personnes qui ont perdu leurs ombres. Les animaux, c'est notre ombre. Ils sont à côté, ils sont tout près. Et la deuxième chose de l'ombre, c'est l'obscurité. C'est aussi la cruauté avec laquelle on traite les animaux actuellement, que ce soit par les abattoirs, que ce soit par l'extraordinaire multiplication des hommes, qui fait que les animaux deviennent évidemment forcément à ce moment-là nuisibles. Donc on a fait une collection qui s'appelle L'ombre animale, où on a publié le très joli livre d'Adolphe Portman qui s'appelle La forme animale. Préfacé par Jacques de Witte, je crois. Préfacé par Jacques de Witte. Et qui raconte au fond la splendeur des bêtes et leur volonté d'apparaître, leur volonté d'apparition qu'on trouve chez les hommes avec la mode. Bon, c'est un livre, c'est un classique de la vie animale et de la splendeur animale. Et puis on a publié aussi un 2e livre qui s'appelle Les captifs du zoo, qui a été préfacé par Elisabeth de Fontenay, et qui est une histoire aussi russe, puisqu'il y a dans Les captifs du zoo les souvenirs d'une gardienne d'un jardin zoologique à Moscou, dans les années 20-30. Et c'est elle, Verhaeghe, qui a écrit ses mémoires, où on voit des animaux qui en fin de compte sont aimés, même s'ils sont dans un zoo, oui, et même dans cette période difficile. Des histoires absolument extraordinaires, un ours qui meurt, par exemple, d'une attaque cardiaque parce qu'il retrouve ses anciens saltimbanques qui s'occupaient de lui. Enfin, des histoires très très plaisantes qui caractérisent cette collection. Alors je crois que dans cette dernière collection, vous venez de publier un 3e titre, Les abattoirs de Chicago. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus aujourd'hui? Oui, je peux vous en parler un petit peu plus. Alors, les abattoirs de Chicago, d'abord, il faut savoir que Chicago, c'est un petit peu le miracle industriel, ce qui correspondrait au miracle grec, au miracle d'Athènes. Chicago, c'est l'Athènes de l'ère industrielle, c'est-à-dire c'est les trains, c'est le succès de la taylorisation, c'est les abattoirs. Et c'est d'une brutalité, d'une cruauté et d'une vitalité extrême. Et à partir des abattoirs de Chicago se caractérise un rapport d'utilité par rapport aux animaux. C'est-à-dire que les animaux deviennent simplement des moyens. En fait, vous nous dressez en quelque sorte une cartographie qui nous décrit comment on est passé de cet essor industriel américain au monde
d'aujourd'hui, là où on en est aujourd'hui, avec ces trains, ces wagons, ce rail, ces wagons réfrigérés, ces abattoirs surtout, cette cruauté des abattoirs, et qui nous a amenés aujourd'hui peut-être à ce monde où l'homme a oublié l'animal. Il a oublié l'animal, il a oublié la nature. Il a rompu avec les saisons. C'est-à-dire que les abattoirs de Chicago, c'est la rupture avec les saisons. C'est-à-dire l'existence des wagons glacés, l'existence des entrepôts réfrigérés, ce qui permet effectivement de pouvoir abattre les animaux à n'importe quel moment. Jusque-là, ils étaient abattus, ce qui n'était déjà pas extrêmement joyeux, mais uniquement l'hiver, puisqu'il fallait garder la viande qui risquait de se périmer. Donc, les abattoirs de Chicago, c'est un moment charnière, c'est un moment clé de notre histoire industrielle, où les États-Unis sont passés d'une société avec des Indiens, quelques cow-boys, une société, on va dire, paysanne, d'élevage, à une société industrielle beaucoup plus moderne que les sociétés européennes en l'espace de 25 ans. Donc c'est aussi cette extraordinaire surprise de ce resserrement de temps. Avec peut-être cette précision que le livre était écrit dans un style la bibliothèque, bien à vous, qui ne se veut ni universitaire, ni hermétique. Alors, ce qu'il faut indiquer, et peut-être que là ça me rapproche sans insister sur la prétention, d'Hannah Arendt, vous savez, qui disait que Eichmann n'était au fond pas forcément le pire des hommes, etc. C'est que là, les individus qui ont constitué les abattoirs de Chicago ne sont pas présentés ni comme des profiteurs, ni comme des gens qui sont dangereux, etc., mais comme des gens qui ont appliqué un rationalisme industriel. À outrance. Et donc, peut-être à outrance, mais simplement de façon rationnelle. Et donc, la question qu'on peut poser, c'est cette question du rationnel. Jusqu'où le rationnel peut nous mener, sans qu'il y ait forcément des méchants, mais d'une façon comme une combinaison d'échecs qui se développe. Merci. Est-ce que justement on peut vous demander de nous lire peut-être quelques pages de ce dernier titre, de cette collection au joli nom, qui porteur et qui nous interpelle? Bien volontiers. Je serais tenté d'aborder un autre réel, une forme de météore. Je pense à la neige, à ce surgissement, à une température donnée, à la vitre derrière laquelle se pressent, s'éparpillent les flocons dans le jour laiteux, à la clarté d'un réverbère ou d'une fenêtre éclairée dans une rue sombre. Je pense à la chaussée qui blanchit et s'accompagne du silence, du feutre, du ouaté. J'ai cette légère sidération que ce qui vient du ciel marque soudain la terre, les toits des maisons, les surfaces planes, inclinées, d'une manière avec laquelle le soleil, météore si puissant, ne peut rivaliser, parce que celui-ci change et se fond dans le présent de son propre mouvement. La neige, à un certain degré d'épaisseur, se perçoit de manière plus sûre, prend son temps, tandis que l'ombre gagne, sans même qu'on prenne conscience que la clarté se dissipe. Bref, on pourrait pousser l'axiome à la manière de Monsieur de la Palisse, la neige fond moins vite que la lumière solaire. Elle consiste, ce qui semble un attribut du réel. Or la neige aussi est lumière, elle a ses cristaux, sa réverbération. Ce qui entre à son contact devient ombre, s'ancre. Par l'œil, elle imprime une gravure, l'encre et le blanc, métamorphose inouïe, retour du noir et blanc, même si les couleurs ne s'évanouissent pas. Elles pâlissent, se délavent ou s'assombrissent, aimantées vers les deux pôles opposés. C'est une eau forte sans acide, une eau forte douce. Et l'ouïe d'abord. D'abord le silence, une chape, un retrait, un reflux du vacarme, pour ne sait quelle présence énigmatique qui, comme pour l'œil, retisse les sensations, rebat les cartes. Abusive est la formule, tout se tait, tout s'étue. Une pression quasi sous-marine aux fenêtres, les voitures ronronnent. Curieusement, même au cœur d'une ville, on entend le chant de l'oiseau, comme si c'était un soliste devant un public soudain mélomane. La neige est irréfutable, omniprésente, souveraine, forme certaine du réel qui, à un moment ou à un autre, va s'évanouir, à la différence d'une autre forme souveraine, omniprésente, qui, elle, n'est plus saisonnière, mais permanente, irréfutable fruit
de l'appareil industriel, de la mécanisation, de ce qu'on a créé à partir du cheval vapeur, puis de la chaîne de montage à une échelle, une reproduction, jusque-là jamais entrevue, inenvisageable, le monde humain. Merci Jacques Damade. Thank you.